C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui le professeur Nicolas Franck, écoute, j'ai sa biographie parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, il est professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Lyon. Il est aussi au centre hospitalier Levis-Nassier où il est responsable du centre de ressources de réhabilitation psychosociale et de la remédiation cognitive. Écoutez, docteur Franck travaille dans le milieu de la réhabilitation. C'est une des sommités en France. C'est dans le milieu de la cognition sociale. Ils ont développé plusieurs programmes là, dont j'espère qu'on va entendre parler aujourd'hui. Super intéressant. Il y a plus de 150 publications dans des revues de pairs. J'ose même pas nommer le nombre de livres qu'il a écrit et de chapitres de livres. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui pour venir présenter. Et donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Puis, à la fin, si vous voulez, il va y avoir une période de questions. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, très heureux de venir communiquer donc, sur cognition sociale et rétablissement. Donc, comme Tania Lecomte l'a dit, je m'occupe de structures de réhabilitation psychosociale. Ça, c'est le logo de notre réseau. Donc, on essaye de développer des structures pour que les soins soient systématiquement proposés à la population. On appelle ça des centres références. Ça, c'est pour les évaluations, les soins, les accompagnements. Et puis, il y a un centre ressources qui coordonne l'ensemble. Donc, ça, c'est ce à quoi faisait allusion Tania. C'est une structure non soignante avec une bibliothèque, un site web, 2 sites web même, des conférences, des formations, etc., de telle sorte que ces soins, réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive, se développent de manière systématique sur le territoire français. Donc on forme des thérapeutes en remédiation cognitive, des spécialistes en psychoéducation, en transmettant de manière très transversale des compétences à plusieurs professions. Et puis après, ces gens-là forment un réseau autour de cette base pédagogique. Voilà un petit peu pour vous expliquer le contexte. Et puis la deuxième arme structurante, on va dire, c'est l'AFRC, c'est une association là, qui fédère tous ceux qui font de la remédiation cognitive. Donc il y a 2 choses, il y a les structures d'un côté, et puis l'association avec le réseau des thérapeutes de l'autre. Alors la cognition sociale, de quoi s'agit-il? Il y a un certain nombre de processus qui vous permettent d'interagir correctement, ou le mieux possible, avec autrui. Donc c'est la capacité finalement à se représenter les émotions, les désirs, les croyances, les intentions, à construire des représentations sur les relations entre soi et autrui, et puis finalement à utiliser ces représentations de manière flexible pour ajuster et guider son comportement, pour que les relations se passent au mieux. Donc c'est un domaine composite, avec plusieurs processus bien identifiés, les plus étudiés étant le traitement des émotions, en particulier le traitement des émotions faciales, et je vous le cite plus spécifiquement là parce qu'il y a des programmes de remédiation cognitive qui portent dessus. Et puis la théorie de l'esprit, la plus connue, depuis en particulier les travaux de Baron Cohen sur l'autisme en 1985. La théorie de l'esprit, il y a également beaucoup de programmes qui portent dessus. Vous avez également des programmes qui portent sur le style attributionnel, c'est-à-dire la manière dont on interprète les événements de manière préférentielle. Est-ce que c'est contre moi? Est-ce que c'est contre autrui? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Il peut y avoir des biais attributionnels qui conditionnent notre manière de voir l'environnement. Et puis vous avez tout le domaine aussi des perceptions sociales, des connaissances sociales, c'est-à-dire les normes qu'on applique pour interpréter les situations. Et puis très globalement, dans toute la littérature, la cognition sociale est considérée comme un des domaines qu'il faut absolument explorer dans les troubles psychiques sévères et en particulier dans la schizophrénie. Alors, cognition sociale, on va y revenir un petit peu après, et rétablissement, puis après on essaiera de voir le lien entre les deux. Qu'est-ce qu'on appelle rétablissement? Alors, on peut le faire définir par les usagers, c'est encore le mieux. Donc, par exemple, Patricia Digan a énormément témoigné, vous trouverez ça sur Internet avec des vidéos, vous trouverez des textes, énormément de choses. C'est quelqu'un qui a souffert de troubles qui ont été caractérisés comme étant schizophréniques, qui était révolté par la manière dont les personnes étaient traitées en psychiatrie aux États-Unis il y a quelques décennies, et qui est devenu psychologue pour changer les choses. Et franchement, elle a réussi à le faire, donc c'est quand même un mérite extrêmement important qu'il faut lui reconnaître. Et vous voyez ce qu'elle dit du rétablissement. Le rétablissement, c'est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle. Savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Donc elle définit le rétablissement subjectif comme découlant du rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire de ses capacités. Et cette approche capacitaire, c'est vraiment une nouveauté extrêmement importante depuis quelques décennies dans le domaine de la santé mentale, mais je sais que vous y êtes déjà sensibilisés. Simplement, là, on va essayer d'interpréter ça petit à petit en termes de cognition sociale. Donc, capacité cognitive, les processus de cognition sociale étant préservés, étant à restaurer, etc., etc. On va faire le pont entre les deux.
Alors si on veut regarder d'un peu plus près le rétablissement, quand on parle de rétablissement, on veut parler de rétablissement subjectif, ce mot-là il est employé de cette façon-là, mais après, ce rétablissement subjectif, c'est-à-dire le fait d'acquérir un nouveau mode de fonctionnement qui convient à la personne, qui n'est pas forcément quelque chose que nous, professionnels de santé, trouverions bien, mais qui convient à la personne, ça suffit. Le rétablissement, il est défini par la personne qui a vécu sa trajectoire. Ben, ce rétablissement personnel, on l'a souvent cru, complètement lié au rétablissement clinique. Et toute la psychiatrie, elle s'est construite autour de cette recherche du rétablissement clinique, c'est-à-dire faire céder les symptômes pour que la personne puisse fonctionner de nouveau correctement. Or, on a très bien vu, assez rapidement, qu'il y avait une disjonction entre le rétablissement clinique et le rétablissement personnel. Parce qu'on a des gens qui ont encore beaucoup de symptômes qui se sentent rétablis, mais on a des gens qui n'ont plus de symptômes et qui ne se sentent pas rétablis du tout. Donc on ne peut pas du tout superposer le rétablissement clinique avec le rétablissement personnel. Après, on a travaillé sur le rétablissement social. Les gens ne sont pas rétablis, ils ne se sentent pas bien, parce qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'amis. Donc on a créé tout un tas de structures, les approches communautaires découlent de ça, et la réhabilitation au début découle de ça, mais dans sa première version. Et puis on s'est rendu compte après que le fait d'avoir un logement, le fait d'avoir un emploi, ne faisait pas qu'on était plus heureux. Mais vous avez des gens qui sont rétablis cliniquement, socialement, parce qu'ils ont apparemment tout, mais qui ne se sentent toujours pas bien. Et puis on en est arrivé aux approches capacitaires, donc à l'ajout d'une quatrième dimension, la dimension du rétablissement fonctionnel. Là, c'est la capacité à gérer des situations très concrètes, soit dans une situation un peu de laboratoire, soit au quotidien. Et Patricia Digan, dans la citation que je vous ai montrée, fait un lien très fort entre le rétablissement fonctionnel et le rétablissement personnel. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin que le rétablissement clinique, il faut aller plus loin que le rétablissement social. Il faut aussi, si on veut aider les gens, pouvoir s'intéresser au rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire aux capacités, et en particulier aux capacités cognitives qui n'étaient pas prises en compte ni ici ni là. Or, quand on parle de capacité de traiter les situations, on fait référence très rapidement aux capacités cognitives, qui sont altérées dans ces pathologies, dans les troubles mentaux sévères, et qui, jusqu'il y a peu de temps, n'étaient pas du tout ni bilantées, ni traitées. Alors ensuite, comment faire le pont cognition sociale, rétablissement? De quelle manière, finalement, les altérations de la cognition sociale peuvent empêcher le rétablissement? Alors on va voir qu'il y a plein de travaux qui montrent qu'effectivement, quand on a des troubles de la cognition sociale, on s'insère moins bien, on se débrouille moins bien au quotidien. Par contre, on ne peut pas parler de rétablissement au sens rétablissement personnel, parce que là, par contre, il n'y a pas assez de travaux. Donc on est obligé de faire preuve d'un réductionnisme scientifique et de se baser sur des marqueurs qui évaluent finalement le fonctionnement. La qualité de vie, l'autonomie, avec différentes échelles de mesures, dont certaines qui sont développées ici et qui fonctionnent très bien, et qui finalement reflètent le processus de rétablissement personnel qui, lui, est purement subjectif. Et puis après, la cognition sociale, c'est aussi un concept complexe, avec plusieurs dimensions. Donc on va aussi devoir faire preuve de réductionnisme de ce côté-là. Donc il y a un double réductionnisme, mais néanmoins, vous allez voir qu'on peut faire des liens entre le niveau de fonctionnement, les capacités de la personne, et puis donc la cognition sociale. Et vous allez voir petit à petit que finalement, la cognition sociale est un meilleur prédicteur du fonctionnement, à la fois que les symptômes négatifs, que les symptômes positifs, mais aussi que la neurocognition. Donc ça a une très grande importance de se consacrer à la fois à l'évaluation et au traitement de la cognition sociale. C'est le sens de la présentation d'aujourd'hui. Alors ça vous résume un petit peu les différentes dimensions. Vous voyez, le style attributionnel, c'est une scène d'un film bien connu. La conclusion, c'est il est en colère parce que je le vois. Le style attributionnel, comment je vais interpréter ça, cette situation? Il est peut-être en colère contre moi, parce que j'ai un biais, effectivement, parce que je pense que les choses sont forcément dirigées contre moi, et que j'interprète le fait que la personne arrive en retard à la fin, parce que c'est intentionnellement hostile. Vous voyez, ça c'est un biais attributionnel qui peut arriver chez certains de nos patients. Puis vous avez des personnes qui interprètent plus sereinement, ça c'est l'objectif. Non, la personne arrive en retard parce qu'elle a eu du mal à trouver la salle, et comme moi-même j'ai eu du mal à trouver la salle tout à l'heure, je peux très bien comprendre que des personnes arrivent en retard à cette conférence. Alors ensuite, vous voyez, on a plusieurs modèles qui font des liens entre neurocognition, cognition sociale et statut fonctionnel, avec une complexification progressive au fil des dernières années. Et on sait maintenant que le statut fonctionnel dépend beaucoup de la cognition sociale, mais qu'il y a des interactions entre les processus neurocognitifs et de cognition sociale, qu'il n'y a pas un lien direct
en particulier entre neurocognition et statut fonctionnel, mais qui est une médiation de la cognition sociale. Mais c'est valable dans un sens et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, finalement, entre les troubles neurocognitifs et les troubles de cognition sociale pour impacter le fonctionnement de la personne. Donc là, c'est pas très lisible, mais ça vous détaille un petit peu les principaux domaines qui sont altérés et qui jouent un rôle. Et là, on voit théorie de l'esprit et perception sociale qui ont plus de valeur statistique que les autres domaines. Ensuite, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour montrer cet impact-là et essayer de modéliser les choses, en particulier Anne-Catherine Felt, qui a fait énormément de travaux là-dessus, a fait des modèles de régression et a montré que la qualité de vie était plus altérée si la théorie de l'esprit était préservée et le niveau de symptômes était haut ou moyen. Donc il y a des interactions qui sont très complexes entre théorie de l'esprit, qualité de vie et symptômes. Donc on ne peut pas vous le résumer de manière comme ça extrêmement simple, mais simplement vous dire que ça a un impact et qu'il faut le prendre en compte. Alors ensuite, vous avez le problème très concret de l'évaluation de la cognition sociale, parce que c'est bien gentil de parler de cognition sociale, mais qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, quand on voit un patient, comment on va effectivement appréhender ça, comment on va quantifier les choses? Mais vous n'avez pas d'homogénéité des tests utilisés. Vous avez un grand nombre de tests, chacun testant un niveau différent. Ça peut être intention de communication, intention motrice, intention sociale, croyance, style attributionnel, théorie de l'esprit, etc., etc. Donc il faut faire attention parce qu'on peut évaluer des choses complètement différentes avec des tests qui pourraient paraître un petit peu similaires. Donc ne pas être simpliste, et bien avoir conscience de ce qu'un test peut vous apporter, ne pas confondre par exemple croyance, état mental, désir, etc., etc. Alors on peut en revenir à ce qui a été utilisé très traditionnellement pour évaluer la cognition sociale. Vous voyez, ça peut être par exemple des dessins humoristiques avec la nécessité d'inférer ou de ne pas inférer un état mental. Là, vous avez par exemple la personne qui s'enfuit. Pourquoi cette personne s'enfuit-elle? Et pourquoi l'autre ne se doute-t-elle de rien? Parce qu'elle ne sait pas que l'autre a vu qu'il y avait un gros requin derrière. Elle pense que c'est le petit crabe qui fait peur. Vous voyez, il faut pratiquer des inférences pour comprendre ce type de situation. Donc ça, c'est des vieux tests qui ont été utilisés il y a très longtemps. Il y a également ces bandes dessinées de théorie de l'esprit qui avaient été développées par Yves Sarfati il y a une vingtaine d'années, où là, il s'agissait de classer des petites vignettes. Enfin, plutôt, il y avait des petites vignettes, il fallait déduire quelle était la vignette qui allait suivre. Donc là, vous avez quelqu'un qui se promène, qui creuse, là. On voit bien que c'est un pêcheur avec une canne à pêche sur l'épaule. Alors, est-ce qu'il cherche un ver de terre? Est-ce qu'il veut cueillir des fleurs? Est-ce qu'il veut planter un petit drapeau? Donc, effectivement, pour déduire quelle est la suite, il faut pouvoir inférer l'intention du personnage. Vous avez eu également beaucoup de développement sur la compréhension de la métaphore et de l'ironie. Ça, c'est aussi des vieilles publications d'il y a une quinzaine d'années. Ce qui nécessite de comprendre l'autre, le locuteur, et de comprendre qu'il dit quelque chose qu'il considère lui-même comme faux. Ce qui, effectivement, n'est pas facile pour quelqu'un qui a des troubles de la cognition sociale. Donc, vous voyez, la compréhension de la métaphore implique des représentations de premier ordre. Il faut comprendre que dans mon avocat est un requin, que, effectivement, ce n'est pas un requin au sens strict, mais que c'est quelqu'un qui veut vous prendre votre argent. Et par contre, l'ironie, ça implique des représentations de second ordre. Mon avocat est vraiment sympa, là il faut aller encore plus loin pour interpréter ce genre de proposition. Et vous avez des patients avec schizophrénie qui ne comprennent pas l'ironie alors qu'ils comprennent la métaphore, et vice-versa. Ce qui est assez difficile à comprendre d'ailleurs. Donc tout ça a amené énormément de travaux, et puis plusieurs équipes en France, et puis ailleurs dans le monde, ont constitué des batteries de cognition sociale. Donc il y en a eu 3, à ma connaissance. Il y a une batterie qui a été faite par Antoinette Proutot, qui a travaillé d'ailleurs ici à un moment donné à Bordeaux, la PEX-B, dont l'étudiante d'ailleurs qui a travaillé dessus doit soutenir sa thèse dans 2 mois, le 22 décembre. Vous avez la batterie de Versailles, qui a été développée par Éric Brunet, Christine Passerieux et toute l'équipe. Et puis vous avez cette batterie qui est un travail collaboratif entre le centre hospitalier de Vinatier, enfin ma structure de réhabilitation, le centre hospitalier Sainte-Anne et une équipe de Tours avec Jérôme Gros. Donc cette batterie Clacos, et vous voyez les tests qui font partie de cette batterie, avec donc une auto-évaluation de la cognition sociale. Ça, c'est le pendant de la STIX que vous connaissez, qui a été développé par Emmanuel Stipp. C'est un auto-questionnaire pour dépister des troubles de la neurocognition. Là, vous avez un auto-questionnaire pour dépister, bonjour, des troubles de la cognition sociale, un petit peu sur le même modèle. Vous avez un test pour détecter les troubles de reconnaissance des émotions faciales. Je crois que je dois vous montrer une image après. Un questionnaire de perception et connaissance sociale. Un test de théorie de l'esprit, le masque, basé sur des films avec des situations à interpréter, et un questionnaire qui permet de quantifier le style attributionnel, plus des tests d'empathie.
Alors, comment agir sur la cognition sociale d'un point de vue thérapeutique? Donc là, on a vu comment la mesurer. Donc, il y a plein de méthodes et on est forcé de faire des choix arbitraires puisque vous avez vu que c'était quand même des processus assez hétérogènes. Ensuite, pour agir dessus, les médicaments, les substances, globalement, n'ont pas d'action très nette dessus. On peut réduire le délire qui est en lien avec les troubles de la cognition sociale, mais s'il s'agit de troubles qui sont transversaux, qui sont présents en permanence et qui peuvent favoriser le délire, les médicaments ne vont pas agir dessus. Donc les seules méthodes, c'est d'aller agir sur les processus cognitifs avec la remédiation de la cognition sociale, aussi appelée dans la littérature entraînement de la cognition sociale. Et là, vous allez voir qu'il y a des résultats très encourageants et des répercussions également sur les symptômes et sur le fonctionnement dans la communauté. Donc évidemment, on va partir, comme dans la remédiation cognitive que vous connaissez mieux, la remédiation des fonctions neurocognitives, des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, de la plainte en cognition sociale, et puis on va pratiquer un bilan de cognition sociale qui va permettre de mieux comprendre cette plainte, d'objectiver finalement des difficultés, et puis de mettre en évidence également les processus qui fonctionnent bien. Et ça, on va pouvoir le pointer à la personne pour qu'elle puisse s'appuyer dessus, et qu'elle puisse également se renarcissiser. On va évaluer les répercussions fonctionnelles. Donc il y a par exemple un outil utile qui s'appelle l'échelle d'évaluation des répercussions fonctionnelles de la cognition sociale, ERFCS, qui est un grand questionnaire qui permet de faire le lien très précis entre d'éventuels troubles qui ont été mis en évidence par le bilan et puis le fonctionnement quotidien. Donc ça, c'est des outils utiles que vous pouvez trouver d'ailleurs gratuitement sur le site www.remédiation-cognitive.org, donc n'hésitez pas à regarder de plus près. Donc ça va permettre de cibler éventuellement des composantes de cognition sociale qui pourront faire l'objet d'une intervention thérapeutique. Et puis ensuite, cet entraînement va évidemment avoir pour objet de favoriser le transfert des compétences à la vie quotidienne. Donc il va falloir travailler sur des situations tout à fait concrètes, au-delà des séances de remédiation. Alors là, je vous cite un certain nombre de programmes qui interviennent sur la cognition sociale. Vous avez des interventions dites ciblées. Par exemple, Gaïa qui intervient uniquement sur la reconnaissance des émotions faciales, Tom Romed qui intervient uniquement sur la théorie de l'esprit, et puis des interventions soit larges qui vont au-delà de la cognition sociale, soit globales qui prennent en compte plusieurs processus de cognition sociale, comme par exemple SCIT, Social Cognition and Interaction Training, le programme de David Penn, qui a la particularité, entre autres, d'impliquer ce qu'ils appellent un practice partner, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour permettre la généralisation des bénéfices, qui est quelqu'un qui est dans l'environnement de la personne. Et ça, c'est une particularité très positive de ce programme-là, puisque c'est intégré dans la conception du programme. Et c'est vraiment un gros apport qui devrait être repris dans d'autres programmes. Et puis le programme RC2S, remédiation de la cognition sociale dans la schizophrénie, qui est un programme de simulation informatisée d'interaction sociale. Je vous montrerai une illustration un peu plus tard. Donc justement, si on parle d'RC2S, donc ça c'est un programme qui a fait l'objet d'une thèse, c'est la thèse d'Élodie Perroux qui est psychologue, avec 2 études de cas uniques, et puis qui fait l'objet actuellement d'un essai randomisé contrôlé qui est actuellement en cours, donc je ne pourrai pas vous montrer les résultats. Donc ce programme-là intervient sur 12 semaines, vous avez 3 séances d'1 heure par semaine. Vous avez des séances de préparation, comme je vous le disais, avec une partie répercussion fonctionnelle des troubles de la cognition sociale, une partie psychoéducative qui est intégrée dans le programme. Vous avez une préparation des séances informatisées par des séances papier-crayon, et puis vous avez des séances à domicile qui permettent le transfert des séances informatisées. Et donc là, vous avez les liens pour le RFCS dont je vous parlais tout à l'heure, et les liens pour la psychoéducation. Et si vous allez sur le site remédiation-cognitive.org, vous allez trouver en cherchant un petit peu. Et après, donc, vous avez, ça je vous le montrerai après, vous avez des séances informatisées qui sont en rapport avec différentes situations de la vie quotidienne, qui vont confronter le patient à des choix à faire pour interagir avec différentes personnes, soit pour une sortie au cinéma, soit dans le bureau du patron, soit dans le train, soit pour se faire rembourser de l'argent qui a été avancé, soit au supermarché, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très écologique. Alors avant d'en arriver là, effectivement, vous avez l'échelle de répercussion des conséquences des troubles de la cognition sociale, qui permet de formaliser tout ce qui impacte la vie quotidienne. Donc typiquement, vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir dire quelles émotions ressentent les personnes autour de vous, ou de ne pas comprendre ce que vous ressentez personnellement. Donc après, ça c'est quantifié. Est-ce que ça arrive souvent, rarement, etc., etc. Est-ce que ça vous gêne un peu, beaucoup, passionnément, etc. Et puis vous avez aussi tout un guide de psychoéducation qui permet de sensibiliser les personnes à ce qu'est la cognition sociale et à comment on peut ensuite agir dessus.
Donc ensuite, avant d'en venir aux séances informatisées, vous avez des séances sur photo, sur papier crayon. Les séances informatisées, ensuite elles se déroulent de la manière suivante. Voilà, vous avez une situation qui est présentée à la personne. Par exemple, Tom a prêté de l'argent à son frère pour payer ses factures. À l'époque, son frère n'avait pas de travail, il ne s'en sortait pas. Là maintenant, il a retrouvé un travail et plutôt que de rembourser, il s'est acheté une voiture. Donc, comment faire pour lui en parler? Donc, vous avez tout un tas de possibilités qui sont offertes au fur et à mesure. Et la personne doit choisir comment elle va guider, comment elle va orienter la conversation. Donc ça, c'est l'interface. Et voilà une autre situation. Par exemple, Tom est employé depuis plusieurs mois dans une petite entreprise. Il trouve le travail intéressant, mais le patron n'est pas très commode. Et puis là, il est arrivé en retard quelquefois. Il est convoqué par son patron d'un seul coup. Et donc, le patron lui reproche ses retards très, très vertement. Et lui doit choisir soit de s'excuser, soit de dire que ce n'est pas de sa faute, soit d'écouter les reproches plus tranquillement. Et en fonction de la manière dont il conduit, de la manière dont il réagit, il va y avoir une réaction d'un ordre ou d'un autre. Donc vous voyez qu'on peut travailler sur des situations qui seraient assez conflictuelles si on les faisait en jeu de rôle avec ce type de simulation informatisée. Donc il va y avoir décomposition de la scène de simulation avec le patient. On va l'aider à identifier les éléments clés de l'interaction sociale. Donc prêter attention aux informations contextuelles, au ton de la voix, aux gestes, aux expressions faciales. Donc ils sont modélisés de manière assez sommaire dans ce type de programme. Et puis après, on va répéter la scène de simulation, lui permettre de générer des états mentaux spécifiques et de les comprendre. Alors après, il va y avoir des séances à domicile. L'idée, c'est de reprendre ce qui a été fait sur le programme informatique dans des situations d'interaction à domicile, donc en lien avec des objectifs qui ont été définis au début de la thérapie, en partenariat entre le thérapeute et la personne concernée. Donc là, il s'agit d'utiliser des stratégies développées en séance. Donc il a appris effectivement à réagir moins vivement, il a appris à ne pas dire les choses directement, il a appris à écouter plus l'autre, etc. Il va le mettre en œuvre sur la base de ce qui a été travaillé donc, en séance. Et puis à la séance suivante, évidemment, tout ce qui a été fait à la maison est repris traditionnellement, comme ça peut se faire en remédiation ou dans les TCC. Et puis après, petit à petit, il est amené à adapter ses stratégies à d'autres situations sociales, donc à élargir, évidemment, les bénéfices. Voilà, donc batterie de cognition sociale avant pour définir les objectifs qui peuvent mener à l'utilisation de ce programme ou un autre programme, en lien avec une batterie neurocognitive. Il peut y avoir, comme on l'a dit, des troubles neurocognitifs qui vont aggraver l'impact des troubles de la cognition sociale. Donc évidemment, il faut les évaluer en même temps. Évaluer les répercussions fonctionnelles, évaluer le fonctionnement social. On peut utiliser par exemple cet outil-là, qui est très bien. Évaluer les symptômes cliniques et puis donc intégrer l'ensemble. Donc avant toute intervention de cognition sociale, on va pratiquer une évaluation multidisciplinaire et puis voir avec le patient donc, quelles seront les cibles et quel outil sera utilisé pour aller de l'avant et pour réduire l'impact de ces troubles. Voilà par exemple des tests qui peuvent être utilisés mais que vous connaissez déjà, donc je n'insiste pas là-dessus. De toute façon, ce n'est pas l'objet, puisque l'objet c'était plutôt la cognition sociale. Et si on s'intéresse aux bénéfices d'un programme comme RC2S, vous avez eu plusieurs études de cas, 3 études de cas qui ont été publiées l'année dernière, avec des processus cibles, le style attributionnel, la théorie de l'esprit, donc une tâche contrôle avec la mémoire à long terme. Et vous voyez qu'avant la thérapie en bleu et après la thérapie en rouge, vous avez une différence en ce qui concerne le style attributionnel, la théorie de l'esprit, en termes d'amélioration, mais pas en termes de mémoire à long terme. Donc on a modifié les fonctions ciblées, mais on n'a pas agi sur des fonctions à contrôle. Alors un autre programme qui est particulièrement complémentaire, puisque vous avez vu que les émotions faciales sont mal modélisées dans RC2S, là c'est un programme qui se consacre uniquement à la reconnaissance des émotions faciales. C'est aussi un programme individuel comme RC2S. Le programme Gaïa, donc qui comprend 30 séances d'1 heure sur 10 semaines, des séances avec thérapeute, des séances de transfert comme dans le programme précédent. Et là, au lieu d'utiliser de la simulation, on va utiliser des films qui sont montés sur une plateforme informatique. Donc ça permettra d'être plus près, effectivement, de l'expression des émotions. Donc il y aura des séances de préparation avec des dessins, des séances de préparation avec des photos, pour attirer l'attention sur les caractéristiques faciales qui définissent l'émotion. Donc petit à petit, on va faire prendre conscience au patient de son vécu émotionnel, on va travailler son vocabulaire associé aux émotions,
On va travailler sur la notion de continuum d'intensité et puis lui permettre de verbaliser des critères qui sont utilisés pour reconnaître des émotions. Et puis, dans un second temps, on en arrive au film, donc où là, vous avez plusieurs situations dans lesquelles Gaïa, donc c'est l'intitulé générique du patient, va interagir avec différentes personnes, soit dans une pharmacie, soit dans un repas de famille, soit sur un lieu professionnel. Et puis donc son interlocuteur exprimera sur son visage, ce sont des films, donc il y a quelques dizaines de secondes de vidéos avec des paroles, avec un contexte bien précis qui a été donné auparavant. Et donc ça permet de travailler l'émotion dans quelque chose d'extrêmement écologique. Et puis après ces séquences vidéo, il y aura plusieurs questions concernant les émotions, et petit à petit, le patient sera accompagné à s'intéresser aux émotions, aux éléments faciaux qui permettent la reconnaissance de ces émotions. Donc petit à petit, le patient sera accompagné pour faire en sorte que l'apprentissage fait pour la joie, la colère et la tristesse, les 3 émotions qui ont été retenues dans la version actuelle du programme, bénéficient à d'autres émotions de base, la peur, le dégoût et le mépris, puis à des émotions plus complexes. Donc, ce sont les dernières séances du programme qui permettent d'élargir les bénéfices des premières séances. Et puis ensuite, vous avez des séances de transfert des bénéfices avec des exercices en situation écologique qui sont définis à partir des objectifs et du niveau de performance du participant. Donc ce programme-là, il a fait l'objet d'une étude randomisée contrôlée, avec comparaison à un programme neurocognitif, RECOS, avec l'hypothèse que les troubles attentionnels pourraient conditionner de manière spécifique des problèmes de reconnaissance des émotions faciales. Donc on voit qu'après Gaïa, la reconnaissance des émotions faciales s'améliore au test de TREF, test de reconnaissance des émotions faciales, après RECOS également, mais de manière statistiquement significative, supérieure dans Gaïa que dans RECOS. Donc il y a un bénéfice supérieur à utiliser Gaïa plutôt que RECOS, donc à travailler directement sur la reconnaissance des émotions faciales plutôt que d'améliorer de manière spécifique l'attention. Et puis vous avez un bénéfice clinique également sur des dimensions psychopathologiques. C'est ce qu'on voit là en dessous. Donc, intérêt des outils informatisés, vous voyez qu'on a recours effectivement à des outils informatisés divers et variés. Ça permet de s'adapter au niveau de difficulté du patient, ça permet d'avoir un feedback immédiat sur les performances, ça permet d'ajuster les méthodes de renforcement utilisées. La simulation peut être assez écologique, parce qu'on met le patient dans tout un tas de situations qu'on a modélisées. Il peut y avoir un caractère affectif des avatars sociaux dans les versions les plus sophistiquées, et puis surtout il n'y a pas de répercussions négatives sur la vie quotidienne, on ne conduit pas la personne à des difficultés qui pourraient être conflictuelles. Donc ce type de méthode est utilisé dans un contexte plus large, où on souhaite renforcer les capacités des personnes, donc une approche centrée rétablissement, où il y aura effectivement intervention sur les capacités de cognition sociale, mais aussi sur les capacités neurocognitives, mais aussi sur les capacités d'insight. Donc c'est une démarche vraiment extrêmement large, et on ne peut pas se centrer uniquement sur une petite partie des difficultés ou des besoins de la personne. Donc ça, c'est intégré dans un dispositif plus large de réhabilitation psychosociale, où on va chercher à compenser les difficultés, à valoriser les compétences, et à faire des traitements individualisés qui dépendent vraiment des besoins spécifiques de la personne. Ça, c'est dans une optique aussi d'autodétermination, c'est-à-dire qu'on va proposer des outils, et puis on va permettre à la personne de se saisir de ce qui lui convient le mieux à un moment donné. Donc en fait, on met à la disposition de la personne une palette d'outils, et on lui permet de choisir, en lien évidemment avec le thérapeute, parce qu'il faut que ce soit pertinent et possible à un moment donné. Et puis on favorise évidemment une collaboration de tous les acteurs et toutes les institutions. Donc la pratique axée sur le rétablissement, ici vous la connaissez bien. En France, c'est quelque chose qu'il faut encore généraliser. Donc les principes, on les diffuse assez largement et on organise beaucoup de formations autour de ça pour favoriser l'écoute active, le respect des objectifs de la personne, le fait d'avoir des attentes positives par rapport à la personne, de donner des exemples qui inspirent l'espoir, de sortir la personne de son rôle de malade, de recenser les ressources hautes qu'en santé mentale, de renforcer les stratégies d'adaptation, de respecter donc le choix des interventions thérapeutiques de la personne, d'être respectueux et d'avoir des objectifs qui sont autodéterminés. Donc je n'insiste pas là-dessus. Et tout ça, on le fait avec une procédure bien établie, où on part d'une évaluation multidisciplinaire dans laquelle s'inscrit l'évaluation cognitive, dont l'évaluation de cognition sociale, mais ça va au-delà de ça. C'est les capacités cognitives, neurocognitives et de cognition sociale, couplées à une évaluation psychosociale, une évaluation de l'autonomie au quotidien, et puis une intégration de l'ensemble pour construire un modèle de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et puis une restitution très positive qui permette à la personne de se saisir de ses capacités préservées.
Donc on met toujours en avant les ressources de la personne et la partie saine, plutôt que la partie malade, comme on le disait au début. Et puis ensuite, selon les objectifs de la personne, on peut être amené à renforcer certaines capacités avec des outils comme ceux que je vous ai montrés à l'instant. Donc les outils de la réhabilitation psychosociale, c'est la remédiation cognitive, mais c'est couplé à la psychoéducation, à l'entraînement des compétences sociales, à des différentes mesures de renforcement de l'autonomie, à un soutien à l'emploi et bien entendu à un soutien des familles qui ont besoin d'être accompagnées, ce qui n'est encore pas assez fait dans beaucoup d'endroits. Donc pas de programme universel, il faut une offre de soins variée pour pouvoir s'adapter aux besoins spécifiques de la personne, ce qui nécessite de développer des plateformes avec une offre de soins suffisante. Donc le choix qui a été fait en France, c'est de regrouper ça au sein de centres spécialisés, transversaux, plutôt que d'éparpiller les moyens. Donc c'est plutôt l'idée de quelques centres par région, avec suffisamment d'offres pour pouvoir répondre à des besoins très spécifiques et avoir un aspect technique suffisant, plutôt que de mettre des petits morceaux sur chacun des secteurs de psychiatrie. Donc c'est le modèle d'une intervention en plusieurs lignes. Première ligne, médecin généraliste. Deuxième ligne, la psychiatrie générale. Troisième ligne, la réhabilitation psychosociale, avec ce que je vous montre là. Donc évidemment, si certains secteurs veulent en emparer, c'est bien, mais on ne pourra pas mettre tout partout. Donc le choix qui est fait, c'est de regrouper, de mutualiser et de mettre à disposition des plateformes un petit peu plus spécialisées partout sur le territoire. Donc on mise beaucoup sur l'évaluation des besoins de la personne pour mettre en évidence ses capacités. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, cette étape de l'évaluation. Ensuite on travaille sur la construction d'objectifs concrets dans laquelle la personne est impliquée activement. Et puis ensuite, dans la réhabilitation cognitive, on valorise l'apprentissage de nouvelles stratégies qui sont celles du patient. Ce ne sont pas des stratégies qu'on va inculquer, mais on fait en sorte que le patient construise ses propres stratégies face à une situation artificielle en séance pour pouvoir les utiliser dans sa vie à lui. Et puis on favorise au maximum la généralisation des bénéfices avec différentes modalités. Tout ça, vous le trouvez dans différents ouvrages qui vous résument, en particulier ce livre-là, les outils qu'on utilise pour la cognition sociale, et puis pour la neurocognition, et un petit peu pour les deux d'ailleurs dans cet ouvrage-là, et puis dans un contexte de réhabilitation psychosociale dans celui-ci. Et puis merci, et je suis à votre disposition pour les questions. Merci d'abord, c'est très impressionnant en fait ce que vous avez développé. Je connaissais moi la remédiation cognitive, disons, plus peut-être pour le grand public, bizarrement, hein, les travaux de Katia Schlegel en Suisse, entre autres, qui montrent que l'entraînement, en fait, aux expressions faciales des émotions produit, c'est son dernier article, des effets quand même assez importants en dedans de seulement une demi-heure de ces programmes-là. Alors c'est presque de la pensée magique rendue là, mais bref, ça a l'air de fonctionner quand même. Donc je trouve ça très intéressant. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le programme comme Gaïa, par exemple, qui semble être peut-être le plus abouti pour ce type-là, peut s'appliquer à d'autres types de psychopathologies. On peut penser aux troubles de l'humeur, on peut même penser à l'autisme. Est-ce que ce seraient des outils qu'on peut transférer à d'autres psychopathologies ? Oui, bien sûr. Je vous ai présenté effectivement l'étude, enfin brièvement l'étude qui a été faite pour la schizophrénie, mais il y a eu quelques cas non publiés de patients autistiques, donc avec des bénéfices, mais une adaptation. Donc plus de séances, plus de transferts, plus de progressivité. Donc ça a été fait. Dépression, pas spécialement. Troubles bipolaires, je pense qu'il y a eu quelques cas aussi, parce qu'il y a des troubles de la cognition sociale qui peuvent potentiellement être associés aux troubles bipolaires. Après, les programmes ne ciblent pas une catégorie nosographique qui a une valeur quand même assez relative. Ils ciblent des troubles cognitifs bien identifiés, et puis surtout le retentissement des troubles cognitifs. Donc il n'y a aucun inconvénient à élargir les indications. Je pense qu'il ne faut pas en rester à la catégorie schizophrénie. Bon, ça, puis, pas d'inconvénient. Hein. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans votre approche, puis ce que je trouve unique par rapport à la littérature, c'est le fait que vous soyez vraiment inscrit dans une démarche très écologique, c'est-à-dire que vous voulez savoir si ce type de remédiation a vraiment un effet dans la vie réelle, alors que la plupart des articles jusqu'à maintenant se contentent simplement de montrer que, en tout cas à ma connaissance, qu'il y a des effets, mais sur la capacité à reconnaître les émotions, sur la théorie de l'esprit, donc là vraiment on est plus dans la vraie vie, dans une démarche de rétablissement. Je trouve vraiment ça intéressant. Donc, vous avez complètement raison, merci. Mais ceci dit, si on en reste aux variables intermédiaires, on ne montrera jamais l'intérêt pour les patients. Donc il faut mesurer écologiquement. Alors on a mis en place en plus une base de données systématique. On a une cohorte sur tous les centres référents de France. Donc toutes les personnes qui viennent se faire soigner là se voient faire l'objet de prélèvements de données anonymisées. Et donc on pourra voir petit à petit l'impact de la remédiation sur la population de manière extrêmement large.
Pour l'instant, on a 5 centres, hein, dont 3 ont commencé début janvier 2016, 2 s'y mettent à la fin de l'année là. Et puis on espère donc avec des mesures avant et après extrêmement larges, voir l'impact sur la population. Après, c'est le problème d'une base de données comme ça, de centres spécialisés, il n'y a pas de groupe contrôle, donc il y aura des limites, mais par contre c'est écologique. Bonjour, merci pour cette présentation, même Bonjour. si je suis maintenant un peu loin, malheureusement, de toutes ces avancées, parce que je suis avec une autre catégorie de patients. Mais si je comprends bien, en fait, c'est moins l'importance du diagnostic de schizophrénie que des déficits que le patient reconnaît. Parce qu'effectivement, à cause de la nosognosie, il y a un grand nombre de patients qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas admettre leur diagnostic de schizophrénie, même si on fait de gros efforts de psychoéducation, mais qui reconnaissent volontiers les déficits sur lesquels on peut travailler. Donc, je pense que l'importance c'est d'avoir une motivation pour embarquer dans un système comme ça où il faut faire des efforts, parce qu'on sait aussi que l'apathie puis l'abolition, l'anédonie, chez bien de ces patients-là, inhibe les processus de réhabilitation, tandis que s'ils reconnaissent qu'ils ont des difficultés, ben, ils vont y travailler plus. Complètement. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir créé des structures qui ne sont pas étiquetées schizophrénie, trouble bipolaire, Asperger, etc. C'est marqué dessus trouble psychique sévère. Et c'est marqué dessus, si vous venez, on vous aidera à connaître vos capacités. Donc effectivement, c'est très motivant pour les personnes qui viennent de manière libre et assez volontaire. Et je pense effectivement que c'est une bonne porte d'entrée dans les soins, de manière plus globale. Mais par contre, il faut bien concevoir qu'on est en 3e ligne. Donc on travaille en articulation avec d'autres psychiatres et d'autres équipes de soins qui s'occupent d'eux dans la durée. Nous, l'idée, c'est à un moment donné de donner un coup de pouce en donnant un avis, en pratiquant une évaluation ou en renforçant les capacités dans un domaine donné. Mais ce type de structure ne fait pas le suivi de toutes les personnes qu'elle voit. Donc c'est un modèle à plusieurs niveaux, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, on a l'impression que ça marche pas mal et c'est ce qu'on va évaluer avec la cohorte, quoi. Tout d'abord, merci pour la présentation. Je trouve ça super intéressant. L'idée de partir avec les plaintes du patient qui vient et dit « OK, ben moi, j'ai telle difficulté au niveau de la cognition sociale », je me demandais, parce que vous avez aussi une mesure d'insight. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Je ne sais pas pourquoi j'ai pas d'amis » ou tu sais, les gens, quand j'arrive dans un groupe, ils m'évitent, mais ils n'ont pas nécessairement l'insight de dire « Ah, ben j'arrive pas à bien reconnaître les émotions » ou et je me demandais qu'est-ce que vous faisiez justement, d'où vous partez si la personne n'a pas d'insight. Elle arrive, elle dit « J'ai pas d'amis, mais je sais pas trop pourquoi. » Tu sais. Oui, ben ça c'est des choses qui vont se travailler petit à petit, mais de toute façon on ne va jamais de manière frontale lui annoncer des résultats très difficiles ou la mettre dans des objectifs qu'elle ne va pas du tout reconnaître. Donc on va plutôt petit à petit l'amener à prendre conscience de ses difficultés. Là, ça veut dire que probablement il va peut-être falloir travailler sur l'insight, travailler par de la psychoéducation dans un premier temps, de manière plus approfondie, un accompagnement individualisé, prendre une autre porte d'entrée, parce que jamais donc on va buter sur... De toute façon, ça fonctionne vraiment sur le modèle de l'autodétermination, de se saisir de soins qu'on a compris. Donc il n'y a pas de risque finalement de rentrer frontalement contre les convictions de la personne, ça n'existe pas, puisqu'on met à disposition une palette de soins quand la personne comprend. Mais vu que le programme est individualisé, je veux dire, il faut quand même vous proposer des activités qui répondent aux besoins. Si la personne n'est pas claire à propos de ses besoins, vous partez de quoi? Des résultats de tests ou vous partez de qu'est-ce qu'elle pense avoir besoin? Oui, ben, je n'ai pas mis le grand schéma effectivement de l'organisation des soins, mais donc d'abord la personne vient dans la structure pour rencontrer un psychiatre qui va donc faire connaissance avec elle. C'est en première ligne, c'est un psychiatre pour pouvoir prendre en compte les aspects médicaux, médicamenteux, etc. Donc il va prendre connaissance de son parcours de vie, qui va prendre connaissance de la manière dont la maladie a pu impacter ce parcours de vie, et qui va éventuellement lui proposer, si c'est le moment, si ça paraît pertinent, si la personne le veut, une évaluation. Ça peut s'arrêter là, parce que la personne n'est pas prête, et puis parfois elle va revenir 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ou ça peut aller vers une évaluation. Là, ça veut dire que la personne souhaite mieux se connaître, donc il y a une démarche active. Et là, dans ce cas-là, elle voit le neuropsychologue, elle voit un infirmier, elle voit éventuellement un ergothérapeute, elle voit éventuellement un éducateur, une assistante sociale, etc., etc. Après, on restitue les résultats. Donc en fait, c'est une démarche à la demande de la personne, et on lui donne ce qu'elle a demandé. Puis en fonction de ça, on va lui annoncer un petit peu ce qu'on a constaté. Après, elle ne sera peut-être pas d'accord avec les résultats. Effectivement, vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine. Mais comme on sera parti de ce qu'elle aura apporté et de mesures objectives, en général, ça passe plutôt bien. Après, si elle n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'elle n'accepte pas ça ou qu'elle n'est pas bien sûre, on va prendre le temps et agir sur une autre dimension si elle le souhaite. Mais on ne va jamais, sur la foi des résultats, faire une prescription. Voilà. Donc c'est orienté rétablissement, ça veut dire qu'il faut que la personne le souhaite.
Oui. Alors, après, on tient compte aussi des demandes évidemment de la famille. Quand la personne n'est pas capable de faire une demande précise, on a des personnes qui ont une déficience légère, parce que là on est bien forcé d'écouter la famille ou trop désorganisé, et puis des équipes de soins partenaires. Mais on va toujours respecter le choix de la personne, on ne va jamais la prendre. De toute façon, ça ne marche pas, ce type de technique, ça ne sert à rien. C'est juste perdre du temps pour elle et pour nous. Est-ce qu'il y a des rencontres de groupe dans le cadre de pratiques comme celle-là? Dans le sens où on va mettre plusieurs personnes ensemble qui vont évoluer puis cheminer dans peu importe le type de programme, mais tous ensemble. Oui, alors ça, bien sûr. Alors déjà, il y a des programmes groupaux. Parce que là, je vous ai présenté 2 programmes individuels. Ouais. Il y a d'autres programmes individuels comme RECOS, CRT ou MCT en individuel. Puis on a MCT collectif, on a le SKIT, on l'a pas encore, mais on a envisagé de le mettre. Toute la psychoéducation pratiquement est collective. L'entraînement des compétences sociales, c'est collectif. Donc il y a déjà des rencontres groupales comme ça. Après, je pense que faire cheminer des usagers petit à petit en dehors de l'intérieur des programmes de soins, ça on va le faire quand on pourra recruter des pairs aidants. Pour l'instant, je suis sur la 2e phase du programme médiateur santé-père, en phase de recrutement. Et donc j'aimerais qu'une personne qui est rétablie, qui a fait tout un parcours de soins, puisse accompagner un petit peu mieux les autres usagers. Et ça, c'est pas encore en place, ça c'est un souhait que j'ai. J'aimerais aussi qu'on associe plus les personnes à tout le parcours, y compris aux réunions qui le concernent, à tous les éléments du parcours, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Il y a encore beaucoup de réflexions sans que la personne soit associée. Dans une vraie approche centrée rétablissement, ça ne devrait plus exister. Mais ça, les équipes ne sont pas très favorables, ça suscite beaucoup de résistance. Mais j'aimerais bien qu'on l'essaye de manière expérimentale, au moins pour certaines personnes, et puis qu'on puisse faire évoluer les choses. Parce que dans notre milieu de travail, nous, à Laval, on a un père aidant qui nous aide dans nos interventions. C'est super, ça. Ouais. Puis ça fait une différence magistrale. Autant sur les professionnels que sur les gens qu'on rencontre. C'est fou, là, la différence, vraiment beaucoup. Donc, le fait d'intégrer ces gens-là, ça a sa plus-value. Pour nous, c'est clair. Ouais. Mais est-ce que le père aidant serait disponible pour accompagner chaque personne dans son processus? Ou le père aidant est trouvé et pairé quand la personne en a besoin? Comment vous articulez ça? Ce sera forcément comme ça, parce que la file active, ça fait 800 à 1000 patients par an. Donc il ne pourra pas les voir tous. Il va falloir identifier effectivement qu'il y a des besoins, sauf à en recruter plusieurs après, mais en sachant que c'est à moyen constant, parce qu'en France on est quand même en période d'économie, donc ça veut dire transformer un poste, c'est ça qui fait les résistances aussi. Parce que là j'ai 1 an de financement par l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais après il faut transformer un poste. Moi je pense que ça vaut le coup de le faire, mais bon, il y a des résistances, vous imaginez bien. Puis, à votre sens, à vous, est-ce que le père aidant est intégré dans l'équipe comme un professionnel à part entière? C'est un professionnel. Oui, OK. Alors, comme dans nos milieux à nous. Attention, parce qu'on a différents types de pairs. Là, pour l'instant, j'ai une patiente experte qui est bénévole parce qu'elle n'a jamais voulu être payée, qui vient co-animer certaines séances de psychoéducation. Elle a fait un master en éducation thérapeutique, elle est très bien, complètement formée, mais elle est bénévole et elle est ponctuellement comme ça. Elle n'est pas rémunérée, elle n'est pas intégrée dans l'équipe, et je trouve que c'est trop limité, alors qu'elle est extrêmement pertinente. Je l'ai même fait venir à la fac en 5e année de médecine. Quand elle a parlé de son dernier épisode maniaque, les étudiants étaient bien mieux formés qu'avec tout ce qu'on avait pu leur dire depuis 10 ans. Donc ça, c'est formidable. Donc j'aimerais faire la même chose dans l'équipe pour les soins. Et on sait par exemple que le patient maniaque, si l'autre vient lui expliquer qu'il est passé par là, qu'il faut s'apaiser, qu'il comprend très bien, ça aura plus d'effet que nous quand on arrive, qu'on va vouloir l'isoler. Hein. Ça marche beaucoup moins bien, il ne va pas apprécier du tout. Évidemment, il n'y a pas de miracle, mais... Alors nous, on est en réhabilitation, ça va être plus facile. Il va s'agir de parler des éléments centraux, de son parcours, déterminants, clés, etc., etc. Donc il faut qu'on détermine en fait les moments clés et comment on peut déterminer plus précisément les indications. Je pense qu'il faut qu'il participe à la psychoéducation. Je pense qu'il faut qu'il puisse intervenir quand il y a une indication très précise, un moment clé que je n'ai pas encore bien identifié, parce que je veux qu'il soit là. Enfin, je voudrais le construire avec lui, ce sera mieux. Et puis pour la formation aussi, donc, je pense qu'il pourra participer à la formation qu'il faut généraliser en France sur le rétablissement. L'approche centrée rétablissement, c'est pas fait. Les équipes, elles sont en demande, hein, finalement, y compris en intra-hospitalier, mais il n'y a rien qui leur est proposé. Donc ce dispositif-là, je pense qu'il pourra permettre de le favoriser. Là, on est en train de le mettre en place dans les Hauts-de-France, en partenariat avec le CREPSI. Donc les futurs centres référents de là-bas, en lien avec le centre ressources qu'on a à Lyon, parce que l'idée c'est un centre ressources et plein de centres référents en France, offrent des formations à 5 ou 6 hôpitaux des Hauts-de-France. On était encore par email tout à l'heure, donc il y a Boulogne-sur-Mer, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui va porter, je pense. Oui, petit à petit, mais il faut, comme il y en a beaucoup à former, il faut du temps, quoi. J'ai une question par rapport à la fréquence des interventions. Nous, c'est quand même assez difficile d'imaginer offrir une intervention 3 fois par semaine à quelqu'un pour différentes raisons. D'une part,
on préconise beaucoup le retour au travail puis le retour aux études. Donc, c'est quelqu'un est au travail, aux études, qui viennent 3 fois par semaine pour faire une activité, même une activité qu'il a envie de faire, c'est très exigeant. Même 2 fois par semaine, des fois, c'est exigeant. Donc, enfin, des fois, moi, on a beaucoup de mal avec les intervenants qui réussissent à trouver le temps et avec la personne de s'arranger pour le faire. Souvent, ils vont vouloir 1 fois par semaine. On pousse beaucoup pour que les interventions soient brèves. Et donc, je me demandais, est-ce que vous pensez que votre genre de votre programme pourrait se faire de manière différente? Voilà. Oui, mais tu as complètement raison sur la fréquence. En réalité, de toute façon, quand je dis 3 fois par semaine, j'aurais dû expliquer plus précisément que c'est 2 séances avec un thérapeute et 1 séance à la maison de tâche à domicile. Donc déjà, ça fait que 2. Contrairement à Tilwise, qui à Londres fait 3, 4, 5 séances parce qu'elle veut le truc super intensif pour la mémoire de travail. Nous, on n'arrive pas à faire ça parce qu'on sait déjà que les transports ne sont pas compatibles. À Londres, je ne sais pas comment elle fait. Je crois qu'elle se déplace avec le chariot. Enfin, elle est vraiment... mais nous, non, c'est pas possible. À Lyon, déjà, c'est très bouché. À Paris, c'est la catastrophe. Donc, on est à 2 séances par semaine. Et puis, il y a certains programmes comme Cognitus et moi. Caroline, tu peux corriger. Je crois que c'est 1 séance par semaine. Skit, c'est 1 séance par semaine. MCT, c'est 1 séance par semaine. Donc, on a beaucoup de programmes à 1 séance par semaine. Mais ça dépend effectivement du résultat qu'on veut obtenir. Si on veut vraiment mobiliser quelqu'un qui a des gros troubles, l'IPT, il faut le laisser à 2 par semaine, au minimum. Vous ne pourrez jamais, un patient qui a eu 10 ans d'institutionnalisation, faire quoi que ce soit si vous ne prenez pas 2 séances par semaine pendant un certain nombre d'heures. Après, quelqu'un qui est très motivé, qui est capable de faire quelque chose à la maison, qui est un jeune patient qui va s'insérer, 1 par semaine, qui est aux études en même temps. Oui. C'est ça. Et nous, on est un peu en retard aussi pour l'emploi accompagné, pour le job coaching en France. On commence tout juste à s'y mettre, ça vient d'être financé, les appels d'offres sont sortis pour recruter les job coachs. Pour l'instant, il y a très peu de postes et les personnes avec des troubles psychiques sévères ne travaillent pas. C'est ça qui est catastrophique. En France, c'est 7% qui travaillent. 7%, c'est zéro, quoi. Ici, avec les programmes, on est à peu près entre 48 et 52%. C'est formidable, c'est ce qu'on voudrait faire, voilà. Mais pour l'instant, il y a 1500 places qui ont été financées par le gouvernement. Donc c'est déjà pas mal, mais ça ne va pas couvrir tous les besoins. Là, il faudrait plusieurs dizaines de milliers de places. Donc le zéro sans solution, zéro exclusion de l'IPS, on ne peut pas l'appliquer, forcément. Le job coach, il va trier ceux qui ont le plus de chances que ça marche que les autres. Donc déjà, on ne respecte pas les critères de l'IPS. Mais bon, c'est mieux que rien, parce qu'avant, il n'y avait rien. Il y avait ESAT traditionnel, un petit peu d'ESAT de transition, qui était déjà mieux, parce que le but, c'était le milieu ordinaire, et puis là, maintenant, on a ça depuis moins de 6 mois, quoi. Donc il faut bien comprendre que les gens, comme ils ne travaillent pas, ils sont plus disponibles pour les soins, effectivement. Mais ils sont moins motivés, ils sont malheureux, voilà, c'est un peu le système. Donc il faut bouger en France. C'est pas le même contexte qu'ici. Le taux de chômage est plus élevé en France aussi. Donc il faut se battre avec, oui, on est quand même à 13,5%, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc il faut aussi se battre et convaincre les employeurs que c'est intéressant d'embaucher cette personne plutôt que quelqu'un d'autre, qu'il va y avoir des aides de l'État éventuellement, etc. Mais ça, c'est le job coach qui doit le faire. Si personne ne le fait, personne ne pourra pas se défendre toute seule. Donc c'est un problème global, vous voyez, il y a beaucoup de choses à bouger. Mais ça bouge quand même, ça a commencé là. Je suis juste curieux de savoir si, pour Gaïa ou pour l'autre étude, vous avez des données sur jusqu'à quel point est-ce que vous améliorez la capacité à reconnaître les émotions. Est-ce que vous le savez, si vous l'améliorez de 10, de 15, de 20%, juste pour savoir à partir de quand est-ce qu'on peut supposer, compte tenu que vous avez plein de choses sur le rétablissement, en fait, à partir de quand est-ce qu'on peut supposer qu'une augmentation de précision interpersonnelle, comme on peut l'appeler, a un effet sur le rétablissement, en fait? Là, regardez, reconnaissance des émotions faciales au trèfle. C'est le pourcentage de réponse correcte. Là, vous étiez avant Gaïa à 55 et après, vous êtes à 70. Vous l'avez augmenté de 15%. Et après RECOS, vous l'avez quand même augmenté de 10%. Ok. Voilà, ça vous donne des résultats à ce test-là, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un test normé avec des émotions plus ou moins intenses. C'est un test sur image ou sur vidéo? Sur image, oui, non, c'est des images là, okay. Des photos. Des intensités d'émotion, de neutre, intensité exprimée à 100%. En fait, je trouve que la cognition sociale, c'est un domaine qui se développe beaucoup de ce temps-ci, mais qui touche à plein de... Même en psychologie, on parle de mentalisation qui touche à ça. On va parler il y en a qui vont parler plus de métacognition. Lysaker va parler plus, lui, il appelle ça la métacognition, mais ça ressemble quoi? La mentalisation. Il y en a qui vont inclure la régulation émotionnelle dedans. D'autres qui vont aussi inclure le coping, comment gérer les situations interpersonnelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui est inclus. Et comme vous avez montré, il y a beaucoup de programmes. Et moi, ce qui me fait un peu, je dirais pas peur, mais qui m'inquiète un peu, c'est qu'il va arriver un peu la même chose avec la remédiation cognitive, qu'il y a tellement de gens qui ont développé des choses à leur saveur que ça va prendre des années avant qu'on puisse dire oui, c'est efficace,
parce que tout le monde fait un peu quelque chose de différent, il va le mesurer un peu de façon différente. Et je me demandais à quel point est-ce que il faudrait essayer d'avoir un peu plus un consensus dans le domaine sur peut-être certaines mesures ou certains types d'interventions à préconiser plus que d'autres. Parce que pour l'instant, il y a vraiment beaucoup, c'est un peu une grande catégorie. Parce que ce que tu dis, ça, on dirait que vous avez un petit peu au-delà du champ de la cognition sociale la plus pure. Après, il y a deux démarches, effectivement. Il faut circonscrire un petit peu les choses pour savoir ce qu'on fait et le faire bien. Et puis, il y a la démarche très concrète qu'on a avec nos patients. Et là, il faut être à leur disposition pour les aider avec des outils qui peuvent correspondre. Donc, je pense qu'il faut faire les deux en parallèle, mais pas se freiner parce que. Au niveau de la recherche aussi, parce que par exemple, juste le SCIT, qui est le SCIT de Penn, c'est super intéressant, mais sur 10 études que j'ai lues, il y en a rarement 2 qui ont eu les mêmes résultats. Ils ont eu des résultats positifs, mais pas les mêmes. Dans une, il y a une amélioration sur la théorie de l'esprit, pas dans l'autre. Dans une, il y a eu l'attribution, pas dans l'autre. Mais ils ont tous des résultats intéressants, mais ils n'ont pas les mêmes. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu... est-ce qu'on continue d'utiliser ce kit? On dit, on va essayer autre chose. On va prendre un nouveau programme qui vient de sortir de Lyon. On va utiliser celui-là plutôt. Mais comment... Ce kit, on l'utilise. C'est un très bon programme. J'ai vu ce que tu dis, mais je pense que les échantillons sont trop petits. Les effectifs sont trop petits, ça manque de puissance. Et après, c'est la manière dont on conduit les séances. Parce que nous, par exemple, on a un programme en ce moment sur SCIT, un essai randomisé contrôlé, sur l'impact sur les symptômes négatifs. Donc, on n'a pas la même population que ce qu'ils ont fait avec les patients forensiques, les patients médico-légaux. Donc évidemment, on ne trouvera pas les mêmes résultats, mais ça ne veut pas dire que le programme n'est pas bon ou est hétérogène. On ne l'a pas utilisé de la même façon. Donc ça, il faut regarder vraiment dans les articles précisément quelle était la population ciblée, comment ça a été fait, etc. Puis après, il y a aussi le niveau de formation du thérapeute. Est-ce qu'il est capable de transférer les résultats? Est-ce que le practice partner a été bien utilisé, etc. Donc bon, mais globalement, quand même, on voit que ça améliore la cognition sociale et le comportement, y compris pour les patients dangereux. Avec SCIT, je trouve que c'est un programme intéressant. Même si, oui, je suis d'accord, c'est hétérogène sur les fonctions. Mais bon. Sur le résultat. Mais il ne faut pas s'arrêter, mais c'est comme la remédiation neurocognitive. Oui. Globalement, ça marche, mais les programmes de l'un à l'autre ne sont pas les mêmes. Mais globalement, on a quand même des résultats en faveur dans les méta-analyses. Oui. Moins sur les premiers épisodes, d'ailleurs. Mais... encore une question, je suis désolé, je n'ai pas un TOC sur les émotions, mais non, c'est bien, parce que c'est domaine de recherche. C'est mon domaine de recherche. Il faut vérifier. Donc, je me demande juste si ce type de programme pourra un jour être autonome, ou est-ce qu'il aura toujours besoin d'un clinicien? Parce que, par exemple, on sait qu'il existe des programmes qui améliorent la perception des émotions qui sont complètement autonomes, comme celui de Katia Schlegel, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer pour des patients qui seront suivis par ailleurs, je veux dire, mais qu'on leur dise, regardez, pendant 10 semaines, faites ce programme-là, puis revenez nous voir? Il n'y a aucun programme qui se passe comme ça. Les plus autonomes, je vois, il y a l'étude de Gary Donohue là, qui est parue en 2017 dans Psychological Medicine, où il améliore la mémoire de travail avec un retentissement assez large sur les fonctions cognitives. Il y a quand même une séance par semaine avec un thérapeute. Le reste, il le fait à la maison tout seul. Et c'est pour la mémoire de travail avec des tests assez faciles à utiliser. Là, oui, c'est des stratégies complexes, où c'est vraiment dans l'interaction. Moi, ma conviction, c'est qu'il faudra quand même un thérapeute, au moins pour une bonne partie des séances. C'est que ma conviction... Après, il faudra faire des études pour comparer avec thérapeutes, plus ou moins de thérapeutes, presque pas de thérapeutes, et puis voir ce qu'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est intéressant d'ailleurs. Mais moi, je suis assez convaincu qu'on ne pourra pas se passer de thérapeute et que vraiment rééduquer quelqu'un à voir correctement les émotions. Parce qu'évidemment, je pense à travers ça à l'accès aux services, puis à la difficulté qu'on peut avoir à accéder aux services. Nous, on travaille déjà sur des applications mobiles, par exemple, pour faciliter l'accès aux services des personnes autistes pour les traitements ABA. Ouais. Donc, on essaie de créer des applications mobiles pour les parents qui puissent faire eux-mêmes ça. Donc, je me demandais, est-ce qu'on pourrait imaginer des programmes de ce type-là? Là, c'est les parents en tant que co-thérapeute. Oui, finalement. Donc, finalement, il y a quand même, on en revient quelqu'un autour. C'est pas la personne sociale quelque part. Oui, il faut quand même du social pour travailler sur le social, quoi, je pense. Mais oui, bien sûr, associer largement, je pense qu'on n'aura pas bien le choix. Après, voilà, les familles, il faut déjà les aider, s'en occuper, utiliser le programme avec, par exemple, de Tania, qui aide beaucoup. Et après, les mettre en co-thérapeute, c'est une étape ultérieure. Il faut déjà qu'ils aillent bien. Je trouve qu'on leur en demande de plus en plus. Là, on ferme les hôpitaux, les patients ne sont pas forcément bien accompagnés parce que les moyens sont coupés. Et puis après, on leur demande en plus de faire co-thérapeute, ça fait beaucoup quand même. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent leurs proches. Donc la suite, ça peut fonctionner aussi, je suis d'accord. Ouais. Mais qu'il y ait un compromis où il y ait moins d'intervention de thérapeute, c'est évident qu'on y viendra. Ça évite les déplacements, c'est moins cher, c'est évident qu'on y viendra. Mais il ne faut pas tout sacrifier. Et puis d'emblée, penser qu'on puisse le faire, je pense qu'il faut vraiment travailler ça progressivement et définir précisément les limites, quoi.
Surtout la cognition sociale. Il y a le mot oui, c'est social. embêtant, Tu sais, il y a des difficultés sociales. Ils sont enfermés chez eux. Non, mais par contre, peut-être l'entraide entre pairs, tu sais, ça, avec du bénévolat, peut-être, je ne sais pas, il faut voir, mais en tout cas, il faut que ça se construise petit à petit dans de bonnes conditions, quoi. On ne peut pas l'imposer comme ça, là, c'est trop tôt, je dirais. Est-ce qu'il y a un genre de guide pour les intervenants d'ici pour apprendre à faire ça, pour ensuite l'utiliser, exemple, sur Internet? Je me fie à, exemple, la présentation que Tania est venue faire dans notre milieu de travail sur le groupe TCC. Tu nous as présenté aux intervenants pendant comme 2 jours, voici le programme, voici comment on l'enseigne. Puis après ça, ben, nous, on l'a appliqué dans notre milieu de travail. Puis maintenant, des intervenants donnent le groupe que Tania nous a enseigné pour une période d'à peu près 2 jours, plus le manuel pour les intervenants versus le manuel auquel les patients ont droit pendant qu'ils font le groupe. Est-ce que vous avez des formations de ce type-là pour les intervenants d'ici pour nous aider à utiliser ce genre de programme-là qu'on peut, exemple, trouver sur Internet? Ou ça n'existe pas? Nous, on a un diplôme qui forme des thérapeutes en 1 an, hein, quelle que soit la profession. C'est une transmission de compétences très transversale. Donc, on forme des médecins, on forme des psychologues, psychocliniciens, neuropsychologues, des ergothérapeutes, des infirmiers. C'est les 5 professions qui sont autorisées par la réglementation. Okay. Et en 1 an, avec 4 fois 3 jours de cours, puis surtout un stage assez long, de 20 séances, la personne devient autonome et est thérapeute en remédiation cognitive. Donc ça, c'est ce qu'on a comme diplôme en France. C'est 1 an avec 4 fois 3 jours de cours. Ben non, parce que 2 jours, on ne peut pas, c'est trop technique. Et on a essayé de le faire 2-3 jours, on a essayé de le faire plein de fois. Mais sincèrement, on a des gens qui ne pratiquent pas derrière, qui n'y arrivent pas ou qui le font mal. Il y a des gens qui sont déjà dans le milieu, je veux dire, des gens qui sont déjà formés en santé mentale, qui sont déjà... Des neuropsychologues, on les prend directement, là 3 jours, ça suffit pour les former à tel ou tel programme. Ça, on l'a aussi. Donc ça peut être possible. Quelqu'un qui est déjà neuropsychologue déjà formé, par exemple, en remédiation cognitive ou en TCC, s'il connaît bien, puis il veut suivre une formation. Donc il existe une formation de 3 jours en cognition sociale pour utiliser ce genre de programme. Pour tous les programmes, c'est au mois de mars, voilà. Donc, ça existe. Mais il faut aller à Lyon. C'est à Lyon. Il y a des bons restaurants, par ailleurs, à Lyon. Oui, c'est très bien. Bienvenue. Non, pas de souci. Oui. Mais par contre, ce qu'on ne fait pas trop, parce qu'on me l'a demandé encore il n'y a pas très longtemps, c'est une formation d'équipe. Parce que si on forme toute l'équipe comme ça en quelques jours, avec des gens qui ne sont pas préparés, ben, on aura des mauvais résultats. Donc, on peut former l'équipe à des principes de la réhabilitation, principes de l'approche centrée rétablissement, de comment utiliser les bénéfices de la remédiation de la cognition sociale ou de la remédiation cognitive en général. Mais par contre, à une technique pour devenir thérapeute, je crois que ça s'y prête pas, sincèrement. Vraiment, ça s'est beaucoup fait et je crois que ça aboutit à galvauder les programmes, à les bâcler. Et c'est de l'argent gaspillé pour tout le monde et du temps gaspillé pour tout le monde. Il vaut mieux vraiment bien former des thérapeutes qui sachent utiliser, puis former les équipes à tout ce qui va autour. Et utiliser, à savoir utiliser et rebondir sur ce qui a été fait par le thérapeute. Oui, ben voilà, ça c'est bien. Mais merci beaucoup. Hein, c'est pas d'autres questions. Merci.